Francis Gosselin et Philippe Richard Bertrand remplissent vos poches sans vous les vider. On arrive dans un univers... Excusez ce moment de silence bien involontaire, mesdames et messieurs. Le robot, Francis Gosselin, n'a pas enclenché comme ça. On est dans un univers où de plus en plus d'initiatives tentent de mettre en commun des ressources, des actifs, des savoirs, même parfois à l'occasion. Et donc, il y a évidemment des intermédiaires dans ces univers-là, qui ça prenne la forme de plateformes, d'applications, des fois carrément d'individus. On voulait parler justement de ce qu'on pourrait nommer l'économie du partage, puis on va peut-être apprendre un petit peu que c'est ça ou que ce n'est pas ça, justement. Mais pour en parler, donc, on accueille en studio Fauve Doucet. Bonjour, Fauve. Fauve, tu es fondatrice et présidente directrice générale de Partage Club. Oui. Ce qu'on dit à l'anglais, Partage Club. Partage Club, oui. Club, parfait. Qui est une plateforme qui permet de faciliter le prêt entre voisins de manière... Et là, je cite, illimité, sécuritaire et positive. Un club de partage entre voisins qui est aussi une entreprise. Oui. Donc, à but lucratif. Oui. Bon, donc peux-tu nous en dire un petit peu plus sur ce que c'est et comment ça fonctionne, essentiellement? Oui, tout à fait. En fait, c'est une application, iOS, Android. On télécharge l'application, puis à partir de là, on détermine en fait notre rayon de partage avec lequel on est confortable de prêter tout ce qu'on peut avoir à la maison. OK. Donc, on peut publier que ce soit notre sac de golf, que ce soit notre tente de camping ou notre ponceuse. Et on peut rechercher aussi des choses qu'on voudrait emprunter qui, en fait, on sait, va être utilisées très peu de fois dans la vie. Comme on prend l'exemple de la perceuse qui est utilisée en moyenne entre 8 et 10 minutes dans sa vie. T'as pas une histoire de perceuse, toi, il y a quelques jours? Moi, oui, j'ai une histoire de perceuse il y a quelques jours, mais moi, j'utilise ma perceuse vraiment beaucoup. Là. Je suis dans le 1% des utilisateurs de perceuse. Mais moi, je serais ton client typique, parce que j'ai même pas un tournevis. Donc, c'est typique d'aller louer des trucs. Et je le disais, donc, entreprise à but lucratif. Donc, oui. what's the business, comme on dit en bon français? Comment ça fonctionne concrètement du côté affaires? Bon, c'est une application, on comprend la logique, mais derrière, il faut payer. Qui paye? Comment ça fonctionne? Puis toi, de ton côté, tu as des employés. Comment est-ce que vous faites pour, disons, mousser un peu les ventes de cet univers-là? Tout à fait. Pour comprendre, l'application pour le citoyen, en fait, c'est 3 mois d'essai gratuit. Okay. Et après, c'est 60 annuels. Annuel. Oui, okay. Exactement. Donc, 5 par mois. Mais il n'y a pas d'échange d'argent entre les personnes. Donc, okay. Si, exemple, tu veux emprunter un tournevis, il n'y a personne qui va te demander, en fait, de payer pour le tournevis. Okay. C'est 60 une fois par année. Donc, ça, c'est notre premier volet qui est le volet, on dit B2C, donc au niveau citoyen. Là, depuis qu'on a lancé, depuis 1 an et demi, l'entreprise, mais l'application a été lancée en décembre à un petit groupe qui avait déjà pré-été abonné. Puis là, on a lancé officiellement le 19 juin. Là, on est en pleine croissance et on a d'autres personnes d'autres parties, organisations qui se sont intéressées à nous. Donc, en premier, on a eu les entreprises qui nous ont contactés. Pour se prêter des affaires. Entre collègues. Entre collègues, au sein de l'entreprise. Oui. Ah, OK. Moi, j'étais comme, je vais te prêter ma foreuse à 8 trous. Je vais t'envoyer ça sur une palette. C'est bon, ça. OK, non, c'est vraiment cordial, là, dans oui. le sens entre collègues. C'est un geste ESG. Donc, ça crée vraiment des liens de connexion sociale entre collègues. Ça ramène des gens au bureau. Je te prête ma trottinette, Philippe? Yes, sir! Donc, on a les entreprises qu'on appelle Partage Club Pro. Okay. On a des promoteurs immobiliers qui nous ont contactés, qui l'offrent dans leurs unités locatives pour créer du lien de connexion entre les résidents. On a aussi des universités, des lieux scolaires. Donc, ça devient aussi un lieu de partage. Et là, on a aussi les villes. On a signé 3 villes et ils l'offrent gratuitement à leurs citoyens. Donc, ils te payent, ou enfin, ils payent l'entreprise. Le Partage Club, exactement. C'est ça. Puis, en fait, quand vous faites des opérations avec Partage Club Pro, OK, est-ce que vous le faites en marque blanche? Dans le sens, est-ce que la ville met ça à ses couleurs ou l'unité de condo en question? Là, on est en train de travailler dans les fonctionnalités pour mettre les logos, pour mettre plus de l'avant les entreprises pour l'instant, mais c'est pas en marque blanche. Donc, c'est vraiment le Partage Club qui fait l'implémentation, qui crée en fait la communauté. Tout est déjà là. En fait, les différentes entreprises nous aident à le déployer puis faciliter l'adoption aussi. Est-ce que c'est facile d'aller chercher des utilisateurs? Tu sais, veux pas, ça nécessite beaucoup d'investissement, je présume, là, pour faire connaître l'application, etc. Là. Mais tu sais, l'adhésion à ce type d'outils-là va comment? Va super bien.
Puis en ce moment, tu sais, on est encore une jeune entreprise, mais juste pour vous donner un exemple, nous, on avait 750 personnes qui avaient déjà préacheté en préabonnement dans une campagne de ce sous-financement l'été dernier. OK. Donc, quand on l'a lancé à eux en décembre. C'était en mode bêta. Il y a des gens qui l'ont découvert par eux-mêmes. Il n'y avait pas de publicité ou quoi que ce soit. On avait 2000 membres. On a lancé le 19 juin. On a juste rappelé les journalistes qui nous avaient couverts, fait qu'il n'y avait pas d'argent publicitaire. Et on est passé de 2000 à 6000 membres en 3 semaines. OK. Donc, ça veut dire que le marché est vraiment prêt. Puis il y a 4 raisons pourquoi les gens adoptent le Partage Club. Première raison, le côté écologique. 50% des Canadiens sont prêts à faire des compromis pour des modes de vie, en fait, plus écologiques. Il y a le côté économique. Les gens le savent qu'ils vont rentrer dans leur argent. OK? C'est sûr. Ça coûte cher. Maintenant, la famille moyenne est en train de se poser des questions. Il y a le côté social. 40% des Canadiens connaissent entre 0 et 2 de leurs voisins. On ne connaît plus nos voisins. Puis post-pandémie, là, on a besoin de connexion sociale plus que jamais. Puis l'autre côté que j'avais pas vu venir, puis ça, c'est comme le petit côté marketing, là, mais il y a 3 membres qui nous ont dit que c'est plus vite qu'Amazon Prime. C'est efficace. C'est efficace. Ah. Puis on n'utilise pas l'entreprise de l'empereur du mal. Fait que je sais qu'on a un temps limité avec Fauve Doucet, Philippe Richard-Bertrand, mais je veux quand même parler de mon filet de basketball. Oui. C'est important que je le fasse. Vas-y. Cette semaine, donc j'ai un filet de basketball, j'aime beaucoup jouer au basket, puis l'hiver dernier, il est tombé avec le vent, et donc le filet, l'arceau s'est déformé. Et donc j'ai essayé de jouer cette semaine, donc déjà je jouais avec un ovale un peu incurvé, puis en plus le filet qui a passé l'hiver dehors, c'est désagrégé. J'ai décidé de refaire mon panier de basket. Déjà, il faut trouver un arceau en métal. Il y en a sur Amazon, mais c'était pas Prime. C'était comme 5 jours. J'avais envie de jouer aujourd'hui. Je suis allé chez Canadian Tire, boulevard Tachereau, pas très loin de... Ouais. Et j'ai trouvé un arceau et un filet. Fait que là, j'ai commencé à faire ça, mais c'était pas les mêmes trous. Fait que là, j'ai essayé de faire un trou avec ma perceuse, que j'utilise beaucoup, moi, ma perceuse. Mais j'avais pas les bonnes mèches. Fait que là, j'ai dû retourner chez Canadian Tire parce que j'avais pas des mèches en métal. Donc, je me suis acheté des mèches en métal. Donc là, j'ai acheté un cerceau. Le cerceau, il m'a coûté genre 60 $. Les mèches en métal, c'était des très bonnes mèches. C'était comme un autre 50 $. Et là, finalement, je suis revenu chez moi. Et oui, j'étais capable de faire les trous, mais c'était pas bien aligné. Fait que j'ai dû retourner encore m'acheter des genres de washers. Puis là, finalement, je suis allé 3 fois chez Canadian. Ça a été un projet qui a pris 5 heures de ma vie. Et probablement que j'avais un voisin à 300 mètres de chez moi qui avait toutes ces choses-là. Qui aurait pu t'aider en plus, sûrement. Petite histoire, j'ai quand même acheté le panier de basket sur Marketplace. Fait que, il y a peut-être aussi quelque chose là-dedans l'année dernière que j'aurais pu faire avec Partage Club. Moi, je voulais te demander, Fauve Doucet, donc là, tu dis c'est gratuit. Là, essentiellement, on paye pour s'abonner à la plateforme, mais il n'y a pas d'échange d'argent entre les participants. Est-ce que c'est imaginable qu'un jour ça soit le cas? Est-ce qu'on pourrait imaginer que ton utilisateur en fasse aussi un modèle d'affaires, un peu comme Turo dans les voitures? Donc moi, j'achète... Puis surtout, là, peut-être pas pour des affaires du quotidien, mais éventuellement, si j'achète un équipement très spécialisé qui coûte quand même très, très cher, est-ce que je pourrais imaginer que je le loue là, ou que je perçoive une petite rémunération en échange d'un partage, comme tu l'appelles? Je te dirais que ça, c'est comme une des choses qui arrivera pas, c'est certain. Tu sais, des fois, on dit qu'il peut y avoir des pivots, puis ça, j'ai l'impression que c'est hyper clé dans le succès de l'application. Puis je sais qu'il y a beaucoup de modèles dans les années 2015, quand Uber est arrivé à Airbnb, qui ont essayé de faire de la location du peer-to-peer d'objets, qui n'a pas nécessairement bien fonctionné. Et je vais expliquer pourquoi. Là, je rentre dans une logique de marketplace. On a le temps de rentrer là. Nous, on crée un marketplace. Il y a des prêteurs et des emprunteurs. Donc, des gens qui sont prêts à prêter, leur perceuse peut-être, et des gens qui recherchent des tournevis. Et quand on est un bon match, toi. Ouais. Il faut juste que vous habitiez dans le même quartier maintenant. Ça, c'est compliqué. Ouais. Candiac. T'as plus envie d'habiter à Candiac. Non, moi, j'adore T'es rendu à l'âge que tu peux venir à Saint-Lambert, Philippe. J'ai grandi là. Fauve, on n'arrête pas de t'interrompre. Explique-nous. Donc, il y a de l'offre et de la demande. Puis quand on crée un marketplace, que ça soit Tinder, que ça soit Kijiji, il faut toujours amplifier un des deux. C'est jamais égal entre l'offre et la demande. Et là, c'est ma question interactive pour vous, mes chers. Selon vous, est-ce que c'est plus facile de stimuler que les gens soient prêts à prêter leurs choses ou c'est plus facile que les gens demandent leurs choses? Moi, je pense que c'est difficile de trouver des prêteurs. Ouais. Ah, mais moi, ça serait plus de trouver des demandeurs. Ah ouais?
Oui, parce que t'es gêné de dire « Hey, je l'ai pas à perceuse ». Puis c'est ma question, hein, c'est parce que c'est gratuit. Puis je veux dire, je trouve ça très bien le gratuit, mais moi, mettons, sur Marketplace, il y a plein de monde qui veulent vendre des choses, right? Parce que tu as l'argent, tu reçois de l'argent. La difficulté, ça doit être de trouver des acheteurs de choses. Mais dans un truc gratuit, de dire ma perceuse, genre, je veux-tu la prêter à Joe Blow qui va peut-être la casser, qui va peut-être pas mal la ramener, tu comprends? Hey, j'ai pas une relation si intime avec ma perceuse, mais quand même, tu comprends? Je veux dire, je sais pas là, j'ai dû payer ça, c'est une DeWalt, là. Puis je m'en sers souvent, tu sais. Fait que s'il m'en ramène pas dans 4 heures, puis que soudainement j'ai un panier de basket qui me prend une bulle au cerveau de réparer, je l'aurai plus. T'sais, mais est-ce que c'est la bonne théorie? On fait un sondage sur les auditeurs. Écrivez-nous à la maison. On n'a pas ce niveau d'interactivité-là, malheureusement, mais peut-être qu'il y aura un sondage ex post, là, puis on pourra te donner les résultats parmi les auditeurs. Ouais. Toi qui as raison. Ah ouais. Et c'est vraiment, c'est plus l'emprunteur. Et je vous explique 2 faits, puis vous allez dire, ça a tellement raison, puis tu l'as un peu dit. Quelqu'un vient cogner chez toi, justement, Francis, et te demande ta dite perceuse, et c'est ta voisine. Est-ce que tu vas lui dire non? Non. Bon. Par contre, quand ça fait 4 fois qu'on demande une échelle à la même voisine et elle nous a rien demandé, on a le goût d'amener une bouteille de vin, on va peut-être arrêter. On est dans des relations vraiment transactionnelles. Oui, exactement. On se sent mal, on sent qu'on doit quelque chose parce que la majeure partie de nos relations aujourd'hui sont basées sur de la transaction. Une autre chose, 10 ans qu'on habite dans le même quartier, grosse tempête de neige, j'étais en train de pelleter. Puis il y en a de la neige, je vais être en retard au bureau. Il y a mon voisin qui a une souffleuse, une belle souffleuse, ça a l'air de bien fonctionner. Il m'envoie la main, ça fait 10 ans qu'on s'envoie la main, je connais pas son nom. Est-ce que la première fois que je vais dire bonjour en vrai, ça va être pour y emprunter sa souffleuse? Ben non. Nous, on crée J'ai une belle souffleuse, moi, Philippe Richard. Bon, bien entendu. Si ça lui, il est équipé de A à Z. Super prêteur. Je pourrais aller souffler l'entrée de Fauve Doucet. En fait, il va devenir un de tes très bons utilisateurs. Il y a tellement de gogos puis de gear à prêter là, qu'il va y avoir une file, tu sais, une file chez vous pour emprunter. Il faudrait que je m'embauche un majordome pour... Mais t'as compris que c'est pas mon utilisateur type, en fait. Non, c'est ça. Moi, ce que je veux faire, c'est que Francis, il ait pu acheter au Canadian Tire. Est-ce qu'il est prêt à faire ce move-là? Jamais. C'est un surconsommateur né. Non, récemment, j'ai emprunté une rallonge électrique à ma voisine d'en face, France, que je salue d'ailleurs si elle nous écoute. Parce que là, vraiment, j'avais besoin, comme pour 10 secondes, d'une rallonge électrique pour faire 2 trous dans. Puis j'allais pas perdre 40 minutes, aller acheter une rallonge. Mais je pense qu'en fait, tu sais, je regarde un peu ta carrière. Tu sais, j'ai regardé, là, j'ai pris le temps d'aller voir un peu sur LinkedIn. Tu sais, as occupé quand même des postes d'importance en innovation, en stratégie, en médias, etc. Qu'est-ce qui donne le goût de tout abandonner ça? Là? Parce que avec les entreprises où tu travaillais, tu devais quand même gagner un très bon salaire. Puis te lancer dans le vide comme entrepreneur, on se sent comment? Après le lancement? C'est vraiment des montagnes russes. Je pensais savoir c'était quoi être entrepreneur parce que j'étais intrapreneur. C'est comme être parent, là, on pense qu'on sait ce que c'est tant qu'on n'est pas dedans. Je dirais, moi, c'est vraiment au niveau de mes valeurs. J'ai fait, à un moment donné, une pause pour savoir c'était quoi mes valeurs. Puis la confiance est ressortie. Puis moi, je trouvais ça... Puis souvent, un entrepreneur... on se dit toujours, il faut qu'il apporte de la valeur. Tu sais, pourquoi qu'on a parti une entreprise? Moi, je trouvais ça complètement débile. Le nombre de jouets que je ramenais à la maison, j'ai 2 enfants. Après les fêtes familiales, des sacs Costco pleins. Puis j'avais pas de place où mettre tous ces objets-là qui ils étaient utilisés environ 1 mois. Ouais, puis en même temps, mes enfants voulaient tellement de choses tout le temps. Fait que j'ai commencé à réfléchir à des modèles. Puis d'une étude de marché à faire un prototype de groupe Facebook, j'ai invité des mères dans mon quartier. J'ai dit, on vient prendre un verre de vin, les filles, on essaie quelque chose. Pendant 1 mois, on va essayer de se prêter nos choses et rien acheter. Ça a été super positif. Ça l'a fait boule de neige. Il y a des mères qui ont commencé à m'appeler partout au Québec. Les mères de Saint-Lambert, Philippe, là, They're rich people. Ouais, mais c'est pas juste une question de richesse. C'est comme, c'est quelque chose. J'y ai pas accès, malheureusement. Mais ma conjointe m'en rapporte un petit peu. Donc, je parlais dans l'introduction d'économie du partage. Oui. Ça s'appelle Partage Club. On pourrait deviner que c'est de l'économie du partage, mais pourtant, tu sais, je connais quand même cet univers-là. T'as tout un spectre d'offres, on va dire. Bixi, Communauto, un peu au BNL, pour le bien, puis qui ont une très bonne presse, généralement. Puis après ça, t'as comme une genre de slippery slope, là, en bon français.
comment ça s'appelle? Turo, ça va encore, mais le Airbnb, Uber. Puis, on dirait que plus on va dans le privé, plus on haït ça, en fait, du moins publiquement. C'est une entreprise privée, Partage Club. Comment tu te situes un petit peu dans cet univers-là de l'économie du partage, Fauve Doucet? Ben de un, l'économie de partage, c'est pas nécessairement l'économie du bien à la base. Puis c'est pas pour dire que je pense que notre entreprise est pour le bien, mais l'économie de partage, c'est vraiment de dire qu'est-ce qu'on peut faire avec les ressources qu'on a, puis on peut se les mutualiser. Ouais. Fait qu'il peut y avoir de l'échange d'argent ou pas. Nous, il n'y a pas d'échange d'argent entre les personnes. Donc ça, c'est en termes d'économie de partage. Puis en termes de l'organisation, pourquoi qu'on a décidé, je sais pas si ta question était de se dire pourquoi qu'on a décidé d'être une Inc. Versus une OBNL ou une coop. Nous, en fait, c'était vraiment pour accélérer. Pour pouvoir avoir de l'impact puis pouvoir grandir rapidement. Puis on a trouvé, en fait, un modèle qui était capable, à moyen long terme, de s'autofinancer. Donc, la Inc. faisait beaucoup de sens versus une OBNL qui aurait pu être un modèle organisationnel un peu plus lourd par rapport à ce qu'on voulait faire, qui allait prendre un petit peu plus de temps parce qu'il faut tomber dans l'économie sociale, avoir des subventions. Puis ça se fait pas non plus en criant ciseaux, exactement. Puis des fois, on peut être limité quand on veut exporter puis grandir. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on a décidé d'aller avec une Inc. La mission reste la même. C'est juste une question de grandir notre impact puis pouvoir justement accélérer. Puis donc là, tu as des investisseurs, si je comprends bien. Est-ce que tu as peur? Ben, en fait, il faudrait pas que je demande ça à la radio, mais souvent, on dit que les investisseurs, ils attendent des rendements, puis l'attente de rendement, ben, ça oblige peut-être à prendre des décisions qui sont un peu plus court-termistes. Est-ce que c'est quoi ta relation, mettons, à ça? Puis indirectement, il y a des prochaines étapes, j'imagine, là, qui sont envisagées. Est-ce que tu vas avoir besoin de plus de capital selon ton planning? Puis éventuellement, est-ce que tu as peur, en guillemets, c'est peut-être pas une peur, mais est-ce que ça pourrait influencer ta stratégie d'avoir fait ce choix-là d'aller vers une entreprise privée financée par du capital extérieur comme ça? Moi, en fait, je suis bénie. J'ai eu des anges qui m'ont contacté après notre campagne de ce sous-financement. Ouais. Puis ces anges-là, puis j'ai découvert le capital de risque, j'ai découvert le financement au niveau des anges investisseurs et des fonds de capital de risque et so on. Et je me suis rendu compte que, en fait, les investisseurs qui investissent, oui, veulent du rendement, mais ils veulent surtout que leur argent ait de l'impact. Donc, qu'il y ait de l'impact social, qu'il y ait de l'impact environnemental. Donc, pour eux, puis moi aussi, dans mes critères d'investisseurs que j'ai choisis, j'ai besoin aussi un peu de capital patient parce que je sais qu'il faut qu'on prenne les bonnes décisions. Et j'ai refusé des investisseurs que je sentais qu'on n'était pas alignés au niveau des valeurs, qu'on n'était pas alignés au niveau des attentes. Puis ça, je pense que c'est vraiment important, les gens qui cherchent du financement, de savoir à pas prendre n'importe quel type d'argent. Donc, nous, ça a été vraiment un cadre qu'on a fait. Autant que des investisseurs ont des thèses d'investissement, je pense que des entrepreneurs doivent aussi avoir une thèse par rapport à savoir quel type d'argent ils acceptent pour trouver les bons partenaires. Parce que moi, nos anges, nos investisseurs, c'est des gens stratégiquement qui nous amènent de l'expertise aussi. Donc, pour moi, je vois vraiment ça comme des partenaires d'affaires, là. Très bien. Fauve Doucet, présidente, directrice générale et fondatrice de Partage Club. Merci d'avoir été avec nous. C'était très intéressant. On invite les utilisateurs, bien entendu, c'est les gens qui nous écoutent à aller voir l'application de Partage Club qui est disponible bien entendu dans le Play Store puis dans l'Apple Store. 3 mois gratuits. 3 mois gratuits.